Maintenant qu'on a divisé nos datasets en deux datasets d'entraînement et les datasets de validation, il est temps qu'on prenne en compte certains besoins métiers. Le besoin, c'est de connaître la proportion d'élèves qui redoublent par rapport à ceux qui ne redoublent pas, en tenant compte des facteurs suivants, c'est-à-dire le temps de déplacement et le nombre d'absences, c'est-à-dire des élèves qui ont un temps de déplacement supérieur à 2 heures et ceux qui ont un nombre d'absences supérieur à 8. C'est pour connaître si exactement ces facteurs pèsent sur les résultats des élèves ou pas. Venons dans DataIQ. Là, on part sur Chart. On a un peu les mêmes interfaces intuitives que Power BI ou Tableau, sauf qu'en matière de fonctionnalité, c'est un peu limité. On n'a pas toutes les fonctionnalités qu'offrent les deux autres outils. Donc, faisons une première analyse, c'est de voir en fonction du nombre en fonction de l'enregistrement total, et je vais connaître le nombre d'élèves ayant redoublé en fonction par exemple du temps de trajet. Là, je vais lui dire que je veux avoir ça en pourcentage. Et alors, on va afficher ça, l'étiquette de données. On constate effectivement parmi les élèves qui ont redoublé, il y a 51% qui ont un trajet supérieur à 3, c'est-à-dire 3 heures, qui varie entre 3 heures et 4 heures. Et voilà, parmi ceux qui n'ont pas redoublé, il y a 71% qui ont un trajet qui varie entre 1 heure à 1 heure, 1h30. On peut le faire avec l'absence aussi, mais nous on veut avoir les deux en même temps. On va ajouter un filtre. Là, on prend le temps de trajet. On dit, je veux avoir minimum 2 heures. Ensuite, l'absence. Je ne vois pas l'absence. Je prends absence. Je lui dis, je veux avoir le nombre d'absences minimum sur 8. Et effectivement, on a. Parmi ceux qui ont, c'est-à-dire dans notre dataset, on a 30% d'étudiants qui ont une absence supérieure à 8 qui ont redoublé et presque 70% d'étudiants qui ont une absence supérieure à 8 et qui ont un temps de trajet supérieur à 2 qui n'ont pas redoublé. Donc ça peut être un facteur à prendre en compte si on veut savoir exactement le motif d'échec de certains élèves. Avant de passer à la construction de notre modèle, il est important de comprendre qu'en machine learning, il existe deux grandes approches, le supervisé et le non supervisé. Tout dépend de l'objectif. Lorsqu'on veut prédire, il est clair qu'on est avec le supervisé. Et lorsqu'on veut découvrir, on est avec le non supervisé. Dans le modèle supervisé, on travaille avec les données étiquetées. C'est-à-dire, pour chaque ligne de données, on connaît la réponse attendue. Par exemple, dans nos données tout à l'heure, on sait à l'avance quel est le nombre d'élèves ayant redoublé et le nombre d'élèves qui n'ont pas redoublé. Donc, on a 0 qui signifie l'élève n'a pas redoublé, 1, l'élève a redoublé. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir entraîner notre modèle à reproduire cette logique. En fait, c'est de prédire un résultat connu à partir de nouvelles données. Dans cette catégorie, on retrouve plusieurs sous-catégories, comme la classification, lorsque la sortie c'est une catégorie, par exemple notre cas présent, redoubler ou ne va pas redoubler. Et la régression, lorsque la sortie c'est une valeur numérique. Par exemple, on veut prédire la note finale, c'est-à-dire la moyenne d'un élève en fin d'année. Ensuite, on passe au modèle non supervisé. Dans ce modèle, nos données ne sont pas étiquetées. Et notre modèle ne sait pas ce qu'il doit prédire. Donc, il va juste essayer de trouver des motifs ou des regroupements tout seul. Ici, on essaie de découvrir les patterns. On a plein de données. On essaie de découvrir les liens qui existent entre chaque donnée. Par exemple, on utilise ce modèle lorsqu'on veut, par exemple, segmenter une base client. Par exemple, on veut identifier les clients à fort potentiel vs les clients fraudeurs vs les clients douteux. On peut utiliser du cluster pour essayer de faire ce regroupement. Et dans cette catégorie, on retrouve par exemple le clustering que je disais qui permet de regrouper automatiquement en fonction de certains profils ou certains comportements. Ensuite, on peut avoir la détection d'anomalies. Par exemple, la détection des fraudes ou dans notre cas présent, on peut dire
supposons qu'on veut repérer des cas extrêmes comme un étudiant très absent ou un étudiant en grande difficulté. Ensuite, on a la détection d'anomalies qui est utile lorsqu'on a beaucoup de données pour simplifier l'analyse. Donc, encore une fois, tout dépend de l'objectif. Lorsque on veut prédire, c'est la famille supervisée. Lorsqu'on veut découvrir, c'est la famille non supervisée.